New York, palais de justice fédéral. Le soleil ne perce que timidement entre les gratte-ciel, mais à l'intérieur de la salle d'audience, la lumière crue de la vérité tente de traverser les mensonges. Nous sommes dans la 4e semaine du procès pénal fédéral de Sean Combs. Un procès historique. Un procès qui pourrait bien redéfinir l'image publique d'un homme autrefois adulé, aujourd'hui confronté à l'un des plus graves enchaînements d'accusations jamais portés contre une figure du hip-hop et de l'industrie musicale américaine. Sean Diddy Combs, assis en silence, impassible, fait face à une cascade de chefs d'accusation. Comportement coercitif, agression, manipulation, usage de la peur comme levier de pouvoir. Une décennie, voire plus, d'abus présumés remontent lentement à la surface, comme les débris d'un navire longtemps coulé. Con nie tout. Il plaide non coupable. Refuse chaque mot, chaque accusation, chaque ligne du dossier. Mais en coulisses, les procureurs laissent entendre une chose. Ce procès, initialement prévu pour 8 semaines, pourrait se terminer bien plus tôt. Non pas par stratégie, mais parce que les preuves s'alignent, impitoyables. Le puzzle prend forme à une vitesse inquiétante. Et ce jour-là, dans cette salle, tendue comme une corde d'archet, une atmosphère particulière règne. Quelque chose plane dans l'air, quelque chose de plus lourd encore. Car un témoignage crucial approche, celui d'une femme que la Cour désigne uniquement sous un nom d'emprunt, Jane. Elle est l'une des accusatrices anonymes de Combs. Son vrai nom est tu, sa silhouette cachée, son visage invisible pour les caméras, par souci de sécurité, mais surtout pour protéger son intimité. Sur requête de la procureure Maureen Comet, le juge Arun Subramanian a accepté une condition exceptionnelle, aucune diffusion publique de son témoignage, ni sur les flux vidéo, ni dans les comptes rendus directs. Ce qu'elle dira sera entendu uniquement par le jury, un huis clos mental dans l'arène judiciaire, et ce n'est pas tout. Comet a précisé que de nombreuses pièces à conviction, des captures de conversations privées, des échanges de SMS, des documents numériques seront présentés lors de ce témoignage. Ces éléments, aussi accablants que sensibles, doivent être entendus sans interruption ni pression médiatique. Alors que le juge est déjà installé, robe noire impeccable, posture droite, impassible lui aussi, le jury n'a pas encore été convoqué. La salle reste en suspens, figée dans un calme menaçant. Mais derrière cette attente, des discussions brûlantes se déroulent déjà, car Brianna Bongolan, une autre témoin clé, va elle aussi être appelée à la barre dans la journée. Mais elle a invoqué le 5 amendement, ce droit fondamental à ne pas s'auto-incriminer. Un droit souvent utilisé quand la vérité que l'on pourrait dire risque de se retourner contre soi. Et pourtant, l'accusation tient à l'entendre. Le juge Subramanian devra signer une ordonnance d'immunité, une manœuvre rare mais puissante. En échange de son témoignage, elle ne pourra être poursuivie pour ce qu'elle révélera. Elle, ainsi que George Kaplan et Eddie Garcia, 2 autres noms impliqués dans l'affaire, devront alors parler sans échappatoire. Mais avant cela, c'est un autre homme qui s'avance à la barre, Frank Piazza. Calme, rigoureux, technicien de l'ombre devenu pièce maîtresse de la lumière judiciaire. Il est expert en vidéo judiciaire, médico-légal. C'est lui que le gouvernement a missionné pour analyser les images, ralentir les flux, décrypter les séquences et rendre visibles les non-dits. Piazza est rémunéré 295 $ de l'heure pour ce travail. Ce n'est pas un habitué du camp des procureurs. Il travaille plus souvent pour la défense. Mais ici, ce qu'il a vu l'a amené à collaborer avec ceux qui accusent. Il connaît les grandes lignes de l'affaire. C'est pas ce qu'on lui demande d'analyser. Ce qu'on veut de lui, ce sont des faits visuels, concrets, incontestables. Il a été chargé d'étudier des vidéos extraites de téléphones portables, des enregistrements de surveillance d'hôtel, mais aussi des vidéos intimes retrouvées sur un ordinateur portable. Des fragments d'archives numériques couvrant plusieurs années. Certaines datent de 2012, d'autres de 2014, toutes récupérées dans un dossier utilisateur intitulé Frank Black, une identité numérique que le gouvernement attribue à Combs. Ces vidéos, qui seront montrées plus tard au jury, décrivent l'intimité dérangeante de relations déséquilibrées. L'une d'elles, particulièrement explicite, a même vu son audio nettoyé, amélioré, rendu plus audible par Piazza. Mais avant tout cela, Piazza a analysé une séquence précise, déjà cruciale dans les audiences précédentes. L'incident du 5 mars 2006
captées par les caméras de l'hôtel Intercontinental. Les images sont brutes, rudes. Elles montrent les mouvements de Sean Combs, de Cassie Ventura et de l'agent de sécurité Israel Flores. Piazza précise devant la cour, aucune modification manuelle n'a été apportée. Si les vidéos semblent accélérées ou désynchronisées, c'est à cause d'un effet technique. Il a dû les ralentir, les recadrer, les recalibrer. Et surtout, il note une chose. Les horodatages visibles sur les vidéos ne reflètent pas toujours le réel. Certaines caméras ne s'activent que sur détection de mouvement. Le résultat? Des secondes manquantes, des sauts temporels. Mais selon lui, l'intégrité de l'enregistrement est intacte. À la demande du gouvernement, Piazza a donc réalisé une compilation vidéo, une séquence de plusieurs angles synchronisés, dans laquelle il a inséré des écrans noirs pour indiquer les changements de plan. Le but? Reconstituer au plus juste les déplacements, les interactions, les gestes des protagonistes, minute après minute. Le jury a visionné cette compilation au moins 8 fois depuis le début du procès. Et ce jour-là encore, il la regarde pendant que l'assistante du procureur Madison Smizer interroge Piazza séquence par séquence, image par image. Lorsque l'interrogatoire de Frank Piazza par la procureure Madison Smizer s'achève, le silence retombe sur la salle. Mais il ne dure que quelques secondes. Une pause brève est annoncée. Les membres du jury sont temporairement évacués. L'expert vidéo s'éloigne, puis revient quelques minutes plus tard. Cette fois, la défense entre en scène. Tenny Geragos, l'une des avocates principales de Combs, s'approche de la barre. Elle est méthodique, incisive. Son objectif est clair, ébranler la crédibilité de l'expert, jeter le doute sur les vidéos, suggérer l'altération, même involontaire, des éléments présentés comme preuve. Elle commence par les vidéos de l'hôtel Intercontinental, celles de mars 2016. Elle les connaît par cœur. Elle pointe du doigt les sauts temporels visibles dans l'horodatage, ces moments où le compteur digital des vidéos semble sauter des secondes sans transition fluide. Elle parle de temps manquant, de zones d'ombre. Elle insinue que quelque chose pourrait avoir été effacé ou modifié. Frank Piazza reste calme. Il explique à nouveau, le système de vidéosurveillance de l'hôtel ne fonctionne pas en enregistrement continu. Il s'active uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. L'horodatage ne s'incrémente donc pas chaque seconde, mais seulement quand un événement se produit dans le champ de la caméra. Résultat, des sauts d'image non pas dus à une suppression, mais au fonctionnement même de l'équipement. Mais Geragos enchaîne. Chaque caméra possède un angle, une horloge différente, une autonomie dans l'enregistrement. Rien n'est parfaitement synchronisé. Elle met en doute l'alignement des angles, la fidélité de la reconstitution. Piazza reconnaît que les caméras ne partagent pas toute la même horloge interne, mais qu'il a réussi à synchroniser les images grâce à des événements repères communs. Un geste, un déplacement, une entrée dans le champ. Une méthode scientifique, utilisée en médecine légale, que Piazza maîtrise depuis des années. Il réaffirme une chose clairement, les vidéos n'ont pas été altérées, elles montrent ce qu'il a reçu, brut, froid, sans filtre, et ce qu'il a vu est accablant. Puis vient le moment que beaucoup attendaient, le témoignage de Brianna Bongolan, une femme dans l'ombre du scandale. Une voix longtemps tue, aujourd'hui prête à tout dévoiler. Voix off, fond sonore plus intime, dramatique, confessionnel, Brianna Bongolan est appelée à la barre. Elle s'avance lentement. Elle est là sous ordonnance d'immunité. Cela signifie que ce qu'elle dira, elle ne pourra en être tenue responsable sur le plan pénal. Et ce qu'elle va dire va secouer la salle. Elle commence son récit. Il est choquant, poignant, implacable. Il m'a tenu suspendu au-dessus du vide. Ce n'est pas une image, c'est un fait. Elle décrit une scène d'une violence glaçante survenue en 2006 dans l'appartement de Cassie Ventura, à Los Angeles. Ce soir-là, elle dormait sur le canapé. À ses côtés, son ex-petite amie. Cassie était dans sa chambre. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Sean Combs. Elle panique, cache son ex dans l'appartement, se rend dans la salle de bain des invités, puis sort fumer sur le balcon pour garder contenance. Et là, tout bascule. Il est arrivé derrière moi. Il m'a attrapé. Il m'a soulevé. Et il m'a tenu au-dessus de la rambarde du balcon. Elle se retrouve suspendue au 17e étage, pieds dans le vide, corps tremblant, poitrine compressée, aisselle maintenue par la force de Combs.
Tu sais ce que tu as fait? Hurle-t-il. Elle ne comprend pas. Elle ne répond que par panique. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Puis, brutalement, il la jette en arrière. Elle chute. Elle atterrit sur les meubles du balcon. Une douleur sourde l'envahit. Mais sur le moment, l'adrénaline la garde lucide. Elle n'a pas encore conscience de ses blessures. Dans l'instant qui suit, Cassie Ventura sort de sa chambre et demande, sous le choc, « Tu viens de la pendre au-dessus du balcon ?» Con répond à peine. Il discute rapidement avec Ventura à propos de la présence du petit ami de Bongolan dans l'appartement, puis quitte les lieux. Bongolan reste là, hébétée, tremblante. Elle souffre du dos, du cou, et montre au jury une photo d'un hématome massif sur sa jambe. Cette photo, prise par son ex, montre un bleu violacé avec un piercing au centre, visiblement récent. Elle explique n'avoir jamais signalé l'incident à la police. Par peur de Puff. Mais c'est pas un incident isolé. Ce n'est que l'un des chapitres d'une relation toxique qu'elle raconte ensuite avec précision. Elle parle de l'amitié qu'il a liée à Cassie Ventura, de leur début dans l'univers du streetwear chez Diamond Supply Co., de leur virée, de leur soirée, de leur consommation récurrente de substances, marijuana, ecstasy, kétamine, LSD, une spirale, une routine. Elle se souvient d'un appel FaceTime en 2016, juste avant l'avant-première du film Le Match Parfait, où Cassie apparaît à l'écran avec un œil au beurre noir. Elle ne dit rien, mais montre. Bongolan comprend. Elle raconte aussi des scènes de violence physique, de disputes explosives, de menaces explicites. Lors d'une séance photo sur la plage, Combs serait approché d'elle, l'aurait fixé droit dans les yeux et aurait soufflé « Je suis le diable, et je pourrais te tuer ». Elle ne comprend toujours pas pourquoi, mais elle se souvient avoir pris sur elle, s'être accrochée à sa lucidité artificielle, offerte par les drogues, pour ne pas fuir. Et lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a pas coupé les ponts ce jour-là, sa réponse glace la salle. Honnêtement, je ne sais pas. Le tribunal retient son souffle. À la barre, Frank Piazza ne raconte pas. Il expose. Il ne dépeint pas une opinion, mais un inventaire clinique, technique, glacial. Son travail, scruter chaque image, chaque son, chaque silence, capturé sur les vidéos de l'hôtel Intercontinental. Celle du 5 mars 2006, un incident dont la mémoire numérique allait être auscultée jusqu'à l'os. Le jury, face à lui, avait déjà vu cette séquence au moins 8 fois. Mais cette fois, Piazza allait leur faire traverser l'intérieur des images. Il explique « Non, ces vidéos n'ont pas été modifiées. Il les a ralenties, non pas pour dramatiser, mais pour compenser un défaut de la source. Le système de vidéosurveillance avait accéléré certaines séquences automatiquement. Et les eurodatages, ces repères temporels supposés être des piliers de fiabilité, ne sont pas exacts à la seconde. Des décalages, des incohérences. Mais pas de fraude, selon lui. À la demande du gouvernement, Piazza a fabriqué une compilation vidéo, une sorte de timeline visuelle où chaque mouvement, chaque apparition, chaque disparition est capturé. Entre chaque séquence, un écran noir, une rupture nette pour signaler « ici, on change de caméra », ici, un nouvel angle, un autre regard, et le jury regarde, silencieux, les yeux fixés sur l'écran, pendant que Madison Smizer, assistante du procureur, guide la projection, séquence par séquence. Elle pose les questions. Il répond avec une précision chirurgicale. Voici Sean Combs, là Cassie Ventura, ici Israel Flores, l'agent de sécurité. Tous figés dans la mémoire froide de la caméra. Mais ce procès, ce n'est pas un simple film. C'est un labyrinthe de faits remontant à plusieurs années, un puzzle complexe que le gouvernement tente d'assembler en une accusation. Complot de raquette. Une accusation qui leur permet d'étirer les lignes du temps, de remonter loin dans le passé, de rassembler des actes épars sous un même filet juridique. C'est ce que souligne Sarah Christop, ancienne procureure fédérale interrogée par CNN. Elle le dit clairement, le gouvernement a inculpé Combs pour pouvoir tout rassembler, pour montrer un comportement répétitif systémique sur une très longue période. Mais cela a un prix. La confusion. Le jury n'est pas composé d'analystes. Ils entendent parler d'un incident en 2006, puis d'un autre en 2012, puis d'un fait remontant à 2023. Et la narration peut se perdre. Christop ajoute « Le gouvernement devra établir une chronologie claire, sinon les jurés ne suivront pas. »
La compilation vidéo terminée, Piazza confirme que rien n'a été altéré. Chaque clip, chaque angle, chaque instant, fidèle aux caméras. Il précise avoir aussi retravaillé 10 vidéos de rapports intimes extraites d'un ordinateur portable. Ce dernier avait été remis aux autorités par Cassie Ventura. Les vidéos étaient datées de 2012 et 2014 et provenaient du profil utilisateur Frank Black. Une autre vidéo, très explicite, avait été nettoyée sur le plan audio, clarifiée, humanisée. À ce moment-là, l'interrogatoire direct par Smeezer s'achève, mais une nouvelle voix se lève dans la salle, celle de la défense, Tenny Geragos, avocate de Combs. Elle ne vient pas contester les faits, mais la forme. Elle attaque le cœur technique du témoignage. Le jury rentre à nouveau. Piazza est toujours à la barre. Le contre-interrogatoire commence. Geragos revient sur les vidéos de 2006, sur ces eurodatage qui, selon elle, semblent sauter. Elle parle de saut temporel, de temps manquant. Elle insinue que des moments clés pourraient avoir été supprimés, manipulés. Mais Piazza garde son calme. Il explique que le système de l'hôtel ne met à jour le marquage horaire que lorsqu'un mouvement est détecté. Pas de mouvement, pas de nouvelle heure affichée. Et les caméras, elles ne sont pas synchronisées entre elles. Chaque angle suit sa propre horloge. Il a dû recroiser les événements, s'appuyer sur des points communs pour aligner les images, reconstruire la scène. C'est technique, laborieux, mais essentiel. Et, malgré les doutes, Piazza reste ferme. Les enregistrements représentent fidèlement ce qu'il s'est passé le 5 mars 2006. Le tribunal retombe dans un calme pesant, une nouvelle silhouette se lève, elle avance vers la barre, le pas hésitant mais déterminé. Brianna Bongolan, témoin central, appelée à la barre par le gouvernement. Elle n'est pas une célébrité, c'est pas une ex-compagne. Elle est une amie de Cassie Ventura, une témoin directe, un corps étranger dans l'univers de Con, et pourtant aspirée par sa gravité destructrice. L'assistant du procureur, Madison Smear, mène l'interrogatoire. Et dès les premiers mots, l'atmosphère change. L'audience écoute. Le silence devient épais, chargé de malaise. Brianna raconte « Il m'a retenu au-dessus d'un balcon. Un balcon du 17e étage. Les mots tombent comme une pierre dans un puits sans fond. Elle décrit une scène irréelle, presque cinématographique, mais bien réelle. Elle est suspendue dans le vide, son corps retenu par les aisselles, ses jambes flottant dans le néant. « Tu sais ce que t'as fait ?» crie Combs. Elle ne comprend pas. Elle panique. Elle répond « Je ne sais pas ce que j'ai foutu. » Après 15 secondes d'angoisse suspendue, il la relâche. Elle s'écrase sur les meubles du balcon, blessée, choquée, traumatisée. Mais ce n'est que le début. Brianna Bongolan témoigne d'une descente lente dans un environnement toxique. Elle revient sur les années 2014-2015 lorsqu'elle rencontre Cassie Ventura chez Diamond Supply Co., une marque de streetwear. C'est là qu'elle découvre que Cassie est avec Combs. Elle ne le connaît pas encore, mais elle a vu un œil au beurre noir sur le visage de son ami. Elle l'a vu bouleversé au téléphone. Cassie insiste pour qu'elle le rencontre. Brianna finit par accepter. Elle entre alors, sans le savoir, dans un cercle de contrôle, d'intimidation et de violence psychologique. En 2016, lors d'une virée shopping avec Ventura, Combs envoie une liste de tous les lieux où elle s'est rendue. Aucun des deux n'a partagé cette information. Comment savait-il ? La peur s'installe. Un autre jour, Cassie appelle Brianna sur FaceTime alors qu'elle se prépare pour l'avant-première du film Le Match Parfait. Elle pointe la caméra vers son visage, un œil au beurre noir. Cassie porte des lunettes noires, non pour le style, mais pour masquer les coups. Brianna ne dit rien. Elle regarde, elle murmure simplement « Je suis désolée ». Voix off, retour à l'intensité émotionnelle. Elle se souvient de la fête d'anniversaire de Cassie, ses 29 ans, au club Blind Dragon, à West Hollywood. La soirée commence bien. Cassie et Combs, souriant, dansent. Mais l'ambiance bascule. Con quitte les lieux, emmenant Cassie et ses gardes du corps. Cassie revient bouleversée, silencieuse. Chez elle, elle fait ses valises. Elle part sans dire un mot. Brianna raconte les nuits passées chez Ventura. Combs surgit souvent, sans prévenir. Parfois, Ventura semble surprise. Parfois, c'est comme une habitude. Mais un soir,
Alors que Brianna dort, elle est réveillée par des coups. Combs est là, elle entend un bruit. Je me souviens avoir vu un couteau être lancé dans sa direction. Cassie était là, tout près, elle renvoie le couteau, il ne l'a pas touché. Mais la menace, elle, est réelle. Brianna ne contacte pas la police. J'avais peur de Puff, dit-elle. Elle parle de drogue. Elle dit que Combs lui en a donné plusieurs fois, marijuana, kétamine, ecstasy. Elle consommait aussi avec Ventura, chaque semaine. Elles essayaient d'arrêter. Elles cuisinaient ensemble pour se distraire, pour fuir, mais toujours, elles replongeaient. Un jour, lors d'une séance photo sur la plage, Combs s'approche d'elle. Il n'est pas menaçant dans ses gestes. Mais dans ses mots, « Je suis le diable, je pourrais te tuer ». Elle est figée. Je ne savais pas pourquoi il disait ça. J'étais terrifié, mais j'avais pris de la coque. Alors j'ai fait comme si de rien n'était. Madison Smear lui demande pourquoi elle est restée proche de Combs après ça. Sa réponse ? Honnêtement, je ne sais pas. Après la pause déjeuner, le juge Subramanian revient, Brianna aussi. Elle doit continuer, plonger encore plus loin. Elle raconte l'incident du balcon en septembre 2016 dans l'appartement de Ventura à Los Angeles. Elle dormait avec son ex sur le canapé. Con frappe, elle cache son compagnon, va sur le balcon, allume un joint. Con surgit derrière elle. Il la saisit, la soulève, la suspend dans le vide, 17 étages en dessous, le sol. Tu sais ce que t'as fait ? Elle répond, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Puis il la jette. Elle s'écrase sur les meubles du balcon. Contusion, douleur au dos, coup meurtri. Plus tard, elle reçoit un appel FaceTime. C'est Combs. Il ne dit presque rien. Il passe ses mains sur sa tête. Il respire fort. Il détourne le regard. Il revient. Elle répète « Je ne veux pas d'ennui avec toi.